Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Le scandale des PFAS a secoué la Wallonie. Il attire désormais l'attention sur la gestion de l'eau à Bruxelles aussi. Alors pas de pollution qui rendrait l'eau impropre à la consommation chez nous, mais des PFAS qui sont malgré tout bel et bien présents. Alors quelles sont les normes qu'il faudrait mettre en place pour le futur? Faut-il des seuils de vigilance plus bas que ces fameuses normes européennes? Vivaquois a-t-elle les moyens d'aller plus loin dans la dépollution ou une eau de qualité risque-t-elle de devenir impayable pour le consommateur bruxellois? Faut-il d'ailleurs en profiter pour réorganiser le secteur de l'eau chez nous? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre à ces questions et organiser le débat sur le plateau de Plus d'actu, Ingrid Parmentier, vous êtes députée bruxelloise pour Écolo dans la majorité, Aurélie Tsekalski, députée bruxelloise pour le mouvement réformateur dans l'opposition. On rappelle que ce scandale des PFAS, il touche d'abord un château d'eau situé à Chièvres, dans le Hainaut. C'est une eau qu'on ne retrouve pas à Bruxelles. Les mesures effectuées en région bruxelloise sont pour l'instant en dessous, même assez nettement en dessous de la future norme européenne de 100 nanogrammes par litre. Mais on va aller un petit peu plus loin dans l'explication. Quand on parle des mesures de PFAS, il y a deux mesures possibles. Les 20 PFAS les plus importants, et là c'est ce fameux seuil européen de 100 nanogrammes par litre, mais il existe une seconde mesure avec les 4 PFAS les plus polluants, et là on parle d'une norme souhaitable de 4 nanogrammes. On va écouter les commentaires de Christophe de Beuquelard, il est député bruxellois pour les engagés, et Laurence Bovy, qui est directrice générale de Vivaquois. Ce qu'on voit dans ces données, c'est que le taux de ces PFAS 4 est très élevé dans l'eau bruxelloise. Alors elles sont toujours plus basses que les normes européennes qui sont très élevées, mais elles sont plus hautes que par exemple l'eau au Danemark ou que le seuil d'alerte en Flandre. Donc notre eau à Bruxelles, au Danemark, ne pourrait pas être bue. Plein de choses, ils sont dans notre environnement, et quand on parle de 4 nanogrammes, un nanogramme, c'est l'infiniment petit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de tendre vers en dessous de 4 nanogrammes, et nous avons effectivement, à certains endroits, on est un peu au-dessus, mais de là à dire que ça va devenir la règle à laquelle on doit se plier dès demain, partout, je dis juste, ça va supposer de changer nos modes de traitement, et il faut aussi qu'on analyse le coût économique et le coût écologique de cette modification. Alors, Aurélie Tsekalski, on va commencer par vous. On va essayer de ne pas trop se perdre dans les chiffres, mais il y a quand même deux mesures. Soit on mesure la grande totalité des PFAS ou une grande partie des PFAS, et là, il y a une norme européenne. Elle est prévue pour entrer en vigueur en 2026, 100 nanogrammes. Si on se concentre sur les 4 PFAS les plus probants, il n'y a pas de norme, mais il y a une suggestion qui serait aux alentours de 4 nanogrammes. C'est quoi la bonne mesure et est-ce que vous êtes inquiète ? Je suis inquiète parce que j'entends de part et d'autre les préoccupations, les questions des citoyens. Ils ont besoin d'être assurés et de savoir si oui ou non l'eau qu'ils consomment à leur robinet est potable. Ça, c'est une première chose. Elle est potable. Oui, parce que Vivaquois fait des calculs, des recherches et a indiqué sur son site web notamment que l'eau était bonne à la consommation. Mais on voit ici, la récente actualité sème quand même le doute. Il y a différentes, vous avez dit, catégories de PFAS. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que le ministre Alain Marron transpose cette directive européenne concernant les eaux potables au sein de l'Union européenne, dans les États membres et dans nos régions. Bruxelles est en retard par rapport à la transposition de cette directive qui fixe les différentes normes. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que le manque de confiance nuit à la transparence et nous devons rassurer tous les citoyens en la matière. Il importe au niveau politique à fixer cette norme sur base de ce qui est aussi fixé dans cette directive européenne. Si on veut aller plus loin, je ne suis pas contre, mais avant tout, il faut peut-être auditionner des experts de l'IBGE Bruxelles Environnement et du Vivaquois en la matière. Donc il faudrait des auditions au Parlement bruxellois? C'est ça la prochaine chose que vous allez demander? Je pense qu'on a besoin d'experts, d'ingénieurs qui viennent nous expliquer les normes plus en détail, parce qu'ici on parle de choses qui sont difficilement saisissables. On parle de nanogrammes. Qu'est-ce que c'est, nanogrammes? Jusqu'à quand l'eau peut être consommée? J'entends aussi maintenant que ça peut être aussi néfaste pour les bébés, les femmes enceintes et autres. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Il faut que toute la transparence soit faite et nous demandons des auditions. Mais est-ce que vous êtes réellement inquiète? Alors on entend bien que vous êtes dans l'opposition, que vous ne pouvez pas donner satisfaction au ministre de l'Environnement tout de suite, mais il y a une vraie inquiétude
On est quand même avec des normes qui sont nettement inférieures à ce qui a été mesuré en Wallonie. Le ministre a donné des explications mercredi dernier en commission, notamment à mon chef de groupe David Lester. Je suis inquiète parce que j'ai l'impression que le ministre est resté au balcon de tout ce qui concerne la politique de l'eau en région bruxelloise. Il doit aussi prendre ses responsabilités, travailler main dans la main avec Vivaqua et rassurer tous les citoyens qui consomment de l'eau quotidiennement. Alors, vous consommez de l'eau quotidiennement, est-ce que vous êtes inquiète ou pas, Ingrid Parmentier? Donc moi, je ne suis pas inquiète. Moi, je consomme l'eau du robinet chez moi. Je l'ai toujours fait et je continue à le faire. Et la norme européenne, vous l'avez rappelé, elle vise à atteindre un taux inférieur à 100 nanogrammes pour 20 PFAS, la somme de 20 PFAS, pour 2026. Or, à Bruxelles, on est bien en dessous de ça. Donc, on est même en dessous de 30 pour le moment dans tous les robinets bruxellois. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a certains pays qui ont mis la barre encore plus bas. C'est le cas du Danemark, notamment. Voilà, avec 4 phases bien spécifiques, où là, parfois, on a une norme de 4 ou de 2 nanogrammes par litre. Et effectivement, si on regarde sur Bruxelles, il y a une partie des Bruxellois qui sont au-dessus, mais c'est de 6, 9, une fois 14. Donc voilà. Et ça, c'est effectivement inquiétant, même si ça n'est absolument pas dans cette norme européenne. Donc, ce que je veux dire, c'est que suivre la norme européenne, ça ne va pas régler cette histoire des 4 phases bien spécifiques. Et là se pose la question, effectivement, de voir si nous ne devons pas être encore plus prudents que cette norme européenne. Et vous savez que chez Ecolo, on est très sensible au principe de précaution. Et donc, il faut voir si c'est techniquement faisable d'abaisser ce taux jusqu'à ce niveau-là. Quand Aurélie Cekasky dit le ministre écolo, Alain Marron, est resté au balcon et on est en retard, elle a raison ou pas? Moi, je trouve ça pas du tout correct parce qu'en fait, au niveau bruxellois, on peut vraiment dire qu'on a pris le problème déjà à cœur depuis un certain temps. On est quand même en retard sur la Flandre. Alors, on est en retard pour transposer la directive parce que pour une histoire juridique d'arrêté qui devait être suivie d'une modification de l'ordonnance, en fait, précédée. On ne va pas être trop technique. Voilà. Mais sinon, la question de l'eau, elle ne s'arrête pas à ça. Donc, nous, on a un objectif très clair, c'est d'avoir pour tout le monde une eau de qualité potable au robinet. On ne veut pas que les gens doivent acheter de l'eau en bouteille. Cette eau, elle doit être en quantité suffisante et elle doit être accessible financièrement. Et on a fait des gros efforts sur la précarité hydrique et l'accès à l'eau pour tous lors de cette législature. Ouais. Alors, une question sur les normes, parce qu'on s'y perd un petit peu, mais donc il y a cette fameuse norme européenne, 100 nanogrammes, tout PFAS confondu par litre. 20 PFAS. Ah, elle sera obligatoire dans tous les États membres pour 2026. Elle devrait être opérationnelle quand, théoriquement, courant 2024 chez nous? Alors nous, en fait, elle est déjà dans les faits, on la respecte, mais on la rendra obligatoire dès que l'arrêté sera passé et on espère que ce sera en 2024. Qu'est-ce qui se passe si, par malheur, on dépasse ce taux? On ne consomme plus l'eau du robinet? Moi, je dirais que si on le dépasse, il y a un sérieux problème. Et effectivement, il faut des mesures beaucoup plus drastiques et dire, en tout cas, de faire attention pour les publics à risque, comme on l'a cité. Mais on n'est pas du tout là. On est aux endroits où c'est le pire à Bruxelles, on est encore en dessous de 30. Donc, 28 nanogrammes par litre. On a le temps. À moins d'une catastrophe, je ne vois pas pourquoi on arriverait on parle, avant d'arriver à ces 100 nanogrammes, d'un seuil de vigilance ou d'un seuil d'alerte à 30 nanogrammes. Il faut l'adopter pour Bruxelles. Ce serait une bonne idée? En tout cas, il faut que ce soit une concertation qui soit effectuée entre les 3 régions du pays, parce que la politique de l'eau, c'est quelque chose qui dépasse la région bruxelloise, c'est une matière régionale. Donc il faut qu'on ait il faut que les 3 ministres en charge de la politique de l'eau se concertent, s'accordent autour de la table en la matière et que les règles soient les mêmes, en tout cas, dans tout notre pays, sinon ça devient complètement incohérent. Donc pour une question de lisibilité et d'efficacité, pour voir où est-ce qu'on met le seuil. Et comme je vous le disais, on demande des auditions d'experts en la matière pour un peu nous préconiser quel est le seuil le plus approprié, le plus vigilant. Moi, ce que j'entends, c'est qu'Ecolo, qui est un peu le parti à prôner justement le principe de précaution dans plein de domaines de la vie politique, ici, en tout cas, il a tardé à mettre un petit peu les choses sur pause et à faire des analyses profondes sur la qualité de l'eau. Des auditions au Parlement bruxellois sur ces questions-là, vous êtes d'accord? Moi, je ne vais pas me prononcer parce que c'est le bureau qui décide de ça. Mais et l'idée qu'il faut les mêmes normes dans les 3 régions, bonne idée ou mauvaise idée? Moi, je trouve, oui, ce serait l'idéal parce qu'en fait, Vivaqua fournit aussi de l'eau à la région
région wallonne et la région flamande. Et pour moi, un consommateur, qu'il soit bruxellois, wallon ou flamand, il a droit à la même qualité d'eau. Donc ça fait sens. Et dire que le ministre n'a rien fait, c'est faux, puisqu'il a déjà annoncé qu'on prendrait des seuils de vigilance à 30 nanogrammes et qu'on viserait aussi, si possible, les 4. Mais il faut savoir qu'en Flandre, ils n'ont pas mis une norme à 4, parce que c'est très difficile à atteindre. Oui. Donc on pourra parler 4, après des difficultés techniques, financières et environnementales pour atteindre des seuils aussi bas. Il faut ce seuil de 4 nanogrammes, est-ce que le MR le demande? Il faut un seuil vigilant. Moi, je ne suis pas ingénieur en la matière. Il faut que ce soit un seuil qui respecte les normes, qu'on puisse donner toutes les garanties aux citoyens qu'ils peuvent boire l'eau, qu'elle ne peut pas porter atteinte à la santé. Et le ministre Marron est aussi responsable de la santé en région bruxelloise. Il doit prendre toutes les responsabilités, que ce soit en matière environnementale, mais aussi de santé publique. Voilà, et au moment où on se parle, le ministre est d'ailleurs théoriquement en réunion avec Bruxelles Environnement et Vivaqua. Alors il y a des normes, il y a des seuils et il y a des peut-être recommandations qui arriveront demain. Peut-être que ces 4 nanogrammes seront juste une recommandation pour les 4 PFAS les plus polluants. Encore faut-il être en mesure de les atteindre. Et là, on va entendre la directrice générale de Vivaqua, Laurence Bouvy. Elle a un petit doute. Vous l'avez constaté, sur Bruxelles depuis 2 ans, on est toujours en dessous de 30 nanogrammes par litre quasiment. Ouais. Donc, mais si le seuil de vigilance est à 30, ça veut dire qu'on est juste à la limite du seuil de vigilance. Donc nous sommes à la limite, en pratique, de facto depuis 2 ans, à la limite du seuil de vigilance. Maintenant, est-ce qu'on pourrait aller encore plus bas ? Ce que certains souhaitent. Il ne faut pas croire que c'est simple. Aujourd'hui, on y arrive en mélangeant les eaux, des eaux très peu chargées, nos eaux de Modave, nos eaux de Vaudrin, par exemple, que l'on mélange avec les eaux du Hainaut. On utilise aussi du traitement au charbon actif, mais ce traitement, il a ses limites. Et si on veut aller beaucoup plus loin, il faut aller vers des traitements que l'on appelle à l'osmose inverse, qui sont encore très très peu connus, très peu développés, qui supposent la construction d'usines de traitement, qui sont très énergivores et qui supposent aussi de rejeter une perte de 20% de l'eau qui sera traité dans un moment où on s'interroge par rapport au changement climatique sur est-ce qu'on aura encore suffisamment d'eau demain. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis qu'il faut intégrer toutes ces dimensions avant de se précipiter vers une norme plus sévère. Ingrid Parmentier, est-ce qu'on est condamné à avoir de l'eau un petit peu polluée au PFAS ? Alors, ça, c'est toute la question de voir jusqu'où on peut aller et ce qu'on peut atteindre. Et notre souhait, évidemment, est dans les limites du raisonnable d'arriver à une eau la plus pure possible. Mais pour arriver à ça, il faut aussi arrêter de distribuer des PFAS dans l'environnement. Il faut absolument trouver quelle est la source de cette pollution chez nous, mais aussi au niveau européen, il faut qu'on arrive à interdire ces substances parce qu'en plus, on n'en retrouve pas que dans l'eau. Donc, il faut aussi s'intéresser à toutes les autres sources de contamination. Et tant qu'on continuera à les produire, d'autant plus qu'ils sont extrêmement résistants, donc ils s'accumulent, ils ne se dégradent pas. C'est ce qu'on appelle les polluants éternels. Voilà, donc arrêtons parce que sinon, on n'arrivera pas à ces normes basses. On a déjà une petite idée, Ingrid Parmentier, de savoir d'où ils viennent. On sait que les captages de Vivaqua, où on a mesuré des PFAS, ils sont situés dans le Hainaut, à proximité de firmes d'industrie chimique. Ça veut dire que c'est de ce côté-là qu'on doit chercher. Il y a d'ailleurs une plainte qui a été déposée par Vivaqua auprès de la police wallonne de l'environnement. La question, c'est est-ce qu'on investit dans une usine de dépollution supplémentaire avec cette fameuse osmose inverse ou est-ce qu'on s'en passe? On doit le faire ou on ne doit pas le faire? Moi, je dirais qu'on doit faire ce qu'il faut pour assurer une eau de qualité suffisante pour ne pas mettre en danger la vie de tout le monde. Ça veut dire qu'on doit l'envisager, même si ça coûte très cher. Alors, tout ça, ça coûte très cher, comme vous l'avez dit. Et donc, nous, on est très attachés au principe du pollueur-payeur. Ce n'est pas le ministre Marron ni la ministre Tellier qui ont mis du PFAS dans l'eau potable, soyons clairs. Et donc, il faut trouver d'où viennent ces PFAS et que ce soit ces responsables-là qui payent ce que nous, on paye maintenant dans notre santé et dans donc les industries situées dans le Hainaut, en l'occurrence, pour l'eau qu'on distribue à Bruxelles. Parce qu'il y a un bruit de fond de PFAS un peu partout qui est lié à la production et l'utilisation des PFAS dans plein d'objets du quotidien. Et donc, il faut tout simplement arrêter de les produire et de les utiliser. Henri Tchekaski, même question. On investit dans ces nouvelles technologies pour il faut poursuivre les investissements. Augmenter la dépollution de l'eau ou on attaque le problème à la source et on fait payer les pollueurs. Il faut poursuivre les investissements dans la recherche, le développement des nouvelles technologies pour dépolluer nos eaux. Madame Bouvy a cité l'exemple du charbon actif qui marche, qui fonctionne, mais cela a un coût bien entendu, qui a une limite. Et donc il y a toute une série de nouvelles technologies qui sont mises sur la table et donc il faut investir dans la recherche, les investissements, ce qui est le plus efficace pour dépolluer nos eaux, les eaux
eaux souterraines, quand il y a des mais ça veut dire qu'on inondations, l'eau peut pourrait être investir polluée et autres. considérablement dans ces nouvelles techniques. Il va falloir qu'on le fasse, Mais c'est quitte une à ce que ça fasse c'est- grimper la facture. Mais c'est une question de bon sens. On veut avoir une eau de qualité, c'est un service public. L'eau est un bien de première nécessité et il appartient au pouvoir public à investir dans des infrastructures pour offrir un service de qualité. L'idée qu'il faut faire payer le pollueur, comme disait Ingrid Parmentier. Vous êtes d'ailleurs, vos deux partis sont tous les deux à la région wallonne. Est-ce qu'on va imposer une taxe ou des amendes aux entreprises en Wallonie, dans le Hainaut? Il y a aussi un ministre de l'Agriculture qui est membre de votre parti, il y a une ministre de l'Environnement au niveau fédéral, membre de votre parti. On peut Bien entendu au travailler, portefeuille. améliorer les choses en la matière. Il y a toute une réglementation qui se fait déjà au niveau européen. Ce n'est pas la Belgique seule qui va décider là-dessus. Il faut garder les pieds sur terre. Moi, ce que je constate, c'est qu'en tout cas, écolo, quand il peut prendre ses responsabilités, il regarde à d'autres niveaux de pouvoir et se décharge de toute responsabilité. Donc que chacun balaie devant sa porte. Les grands pollueurs sont déjà taxés. Est-ce qu'on peut les taxer plus ou autre? Tout le débat est mis sur la table. Je n'ai pas de problème à ce sujet-là. Mais il faut aussi rester réaliste en disant c'est pas de ma faute, mais c'est la faute des grands pollueurs. À un moment donné, il faut regarder les choses en face. S'il y a du PFAS dans l'eau qu'on capte en Hainaut, c'est parce qu'il y a des entreprises qui ont utilisé des PFAS. Oui, bon, on en a dans notre quotidien. C'est votre poêle pour chauffer votre steak aussi, Monsieur Grosfilet. Alors, on va s'intéresser à l'aspect quand même économique de la question, parce qu'on a compris que si on va aller plus loin dans la dépollution, il faudra investir. On va rappeler que Vivaquois a déjà 1 milliard de dettes, qu'il y a eu des difficultés ces dernières années, notamment un changement de logiciel de facturation qui ne s'est pas passé comme prévu. Beaucoup de factures qui ont pris du retard. Laurence Bovy, la patronne de Vivaquois, a émis l'idée qu'il faudrait désormais une dotation régionale pour aider l'entreprise à boucler ses comptes. On va rappeler que Vivaquois, c'est une société intercommunale, ce n'est pas une société qui dépend directement de la région. Et on va écouter ce qu'en dit un autre député régional bruxellois, c'est Jonathan de Batoul, député pour le Parti des filles. Faut-il sauver le soldat à Vivaquois ? L'eau, c'est un bien de première nécessité, donc on ne peut pas se permettre ce service, il est indispensable pour les Bruxellois. Donc la question va devoir se poser pour le prochain gouvernement. Il va falloir refinancer la structure, c'est clair, mais en échange de quoi? Il faudra refinancer Vivaquois. Ça, pour vous, c'est indispensable. Ça ne fonctionnera pas, c'est clair. La région va devoir refinancer en partie, et après, il faut effectivement, en échange, travailler sur une rationalisation, une diminution des coûts. Il y a pas ça veut dire quoi, une rationalisation, Jonathan de Batoul? Donc la rationalisation, il faut travailler sur tout ce qui est possible à faire comme économie au niveau de la structure. Il y a déjà des économies qui sont faites. Donc la directrice travaille à un plan de rationalisation depuis quelques années. Maintenant, il faut aller plus vite, plus loin. Alors, aller plus vite, plus loin. Ingrid Parmentier, c'est paradoxal de dire ça et de dire en même temps, on va peut-être devoir investir si on veut réussir à contrôler ou faire baisser le niveau des PFAS. Tout à fait, voilà. Donc, en fait, Vivaquois, je pense que tout le monde est conscient que pour le moment, son mode de financement n'est pas optimal puisque la région doit intervenir pour combler la région va devoir le faire. Est-ce que dans la prochaine législature, il y aura cette fameuse dotation régionale récurrente que demande Laurence Bovy? Mais pourquoi pas? Mais il faut réfléchir sous quelle forme et il faut réfléchir surtout à qu'est-ce qu'on met dans le prix de l'eau. Pour le moment, ce qu'on met dans le prix de l'eau potable, c'est aussi le prix de l'entretien du réseau d'égouttage, de la gestion des inondations, de l'épuration. Alors, est-ce que tout ça doit se retrouver dans le prix de l'eau? Ou bien, est-ce qu'on peut considérer que l'épuration, il faut la reporter en partie sur les pollueurs qui font qu'on doit épurer l'eau? D'où la question des PFAS. On peut parler aussi des pesticides qui sont défendus par l'EMR, qui donnent des dérogations et tout ça, et qui contaminent aussi les nappes phréatiques. Donc voilà, il faut être cohérent, il faut arrêter de polluer parce que guérir, c'est toujours plus compliqué que prévenir. Et puis, il faut investir. Et pour investir, il faut de l'argent. Est-ce qu'on garde deux sociétés distinctes? Vivaquois d'un côté pour l'eau potable, Hydria qui s'occupe des eaux usées, des égouts notamment, et qui possède une station d'épuration. Où est-ce qu'on fusionne les deux? Alors, c'est une très bonne question. Et donc, le ministre Marron a lancé une étude pour étudier précisément cela. Pas seulement les aspects financiers, mais aussi des aspects techniques. Maintenant, Laurence Bovy nous a déjà expliqué au Parlement que ce n'est pas ça qui va sauver les finances de Vivaquois. Et si jamais on venait à régionaliser Vivaquois, attention à ce qui se passe avec la dette qui, pour le moment, n'est pas dans les comptes de la région. Donc, Vivaquois, c'est une intercommunale, ça n'appartient pas à la région. Aurélie Tchekaski, est-ce qu'on accorde une dotation publique récurrente? Écoutez, dans le futur. En avril dernier, la DG, la directrice générale de Vivaquois, a lancé un appel à l'aide à la région. Nous avons demandé à 4 reprises, nous, groupe MR, des auditions de Vivaquois afin qu'ils viennent nous expliquer les problèmes financiers auxquels ils sont confrontés et du coup qu'il y a une répercussion sur les investissements structurels en matière d'eau, de distribution d'eau potable
à Bruxelles. Et je souris en entendant les propos de ma collègue aujourd'hui, parce que ça fait des années que l'EMR demande à ce qu'on fasse une étude concernant la rationalisation du secteur de l'eau. Elle arrive enfin, mais ça fait 10 ans qu'on le demande, Monsieur Grosfilet. Et donc je me dis, enfin, elle va arriver, tant mieux, parce que cette étude permettra d'identifier justement quel acteur est responsable de quoi, quels sont les coûts financiers, les sources de financement, comment est-ce qu'on peut envisager des synergies entre les acteurs de l'eau, sur base de et ce voir que ce vous qu'on savez, peut investir. Il faut une dotation régionale ou pas? Est-ce qu'on laisse Vivaqua, par exemple, aux mains des communes? Est-ce que ça reste une intercommunale ou est-ce qu'on régionalise Vivaqua? En tout cas, dans mon quotidien, dans mes interpellations parlementaires, je suis confrontée justement à ce problème du ministre qui sans cesse renvoie la patate chaude à la Vivaqua quand on le questionne en disant « Ah mais c'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité de Vivaqua ». Et quand on essaie, nous on est interpellés par des citoyens, il faut vraiment batailler pour avoir le fin mot et la réponse à nos questions. Régionaliser, et donc, ce qui compte, ou pas? mais je veux d'abord qu'on mène une étude sur la rationalisation du secteur et en fonction de ça, qu'on voit où des synergies peuvent être créées et ainsi gagner, faire des économies. Régionaliser Vivaqua, bonne idée ou pas? Et donc ce sera une des questions qui est posée dans l'étude. Oui, mais vous n'avez pas une réponse je ne peux pas vous donner la réponse avant qu'il ait lieu. Et l'idée, c'est que le gouvernement prochain ait tous les résultats de cette étude dans les mains. Et aussi une autre étude qui vise à déterminer quelles pourraient être les autres sources de financement. On a réfléchi notamment à l'imperméabilisation des sols. On sait que c'est ça qui fait qu'il y a des inondations, qu'il y a beaucoup trop d'eau qui arrive dans le réseau d'égouts. Donc on pourrait aussi agir via d'autres voies qui ne sont pas du tout intégrées aujourd'hui dans le... mais donc, je ne sais pas du tout ni comment... donc ça doit être bien réfléchi. Mais on sait que chaque fois qu'on imperméabilise les sols, c'est de l'eau en plus qui arrive dans les égouts et qu'il faut traiter dans les stations Ingrid Parmentier, d'épuration. est-ce que le consommateur bruxellois, compte tenu de tout ce qu'on vient de mettre sur la table pendant 20 minutes, il doit se préparer à voir sa facture d'eau augmenter? Parce qu'au final, il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. C'est le consommateur, c'est le contribuable éventuellement, mais le prix de l'eau, il va augmenter? Alors, ça, je ne peux pas vous répondre non plus. Et les différentes solutions techniques doivent tenir compte de ça, évidemment. Et nous, on veut que l'eau, elle reste accessible à tous. Et on a déjà mis en place des mesures pour les moins riches, pour qu'ils puissent toujours accéder à cette eau à un prix raisonnable. Et donc, il faut absolument intégrer... Mais le coût vérité, l'eau va augmenter. Mais il faut que ce coût soit porté par les pollueurs aussi. Aurélie Tchekaski, même question. Est-ce qu'on doit se préparer à une augmentation du prix de l'eau en région bruxelloise? J'espère que non, parce que les citoyens en ont marre de voir toutes leurs factures augmenter à la fin du mois. Donc ça, c'est ce qui doit nous animer. Si on veut de l'eau la plus dépolluée possible, on a compris que ça coûterait cher. On voudrait d'abord éviter une augmentation dans la poche des citoyens. Ça, c'est la première chose. Mais en fonction des résultats d'une étude, pour voir là où on peut créer des synergies, il faudra établir le véritable coût-vérité de l'eau qui revient aux citoyens. Ça veut dire que ça peut augmenter. Ça pourrait augmenter, mais ça ne dépend pas que de nous. Merci Aurélie Tchekaski pour le mouvement réformateur, Ingrid Parmentier pour Écolo. Merci à toutes les deux. On reparlera de ce dossier de l'eau demain matin dans notre matinale Bonjour Bruxelles, puisqu'on recevra notamment Alain Marron à 7h50. C'est le ministre de l'Environnement, on a beaucoup parlé de lui. Et Christophe de Beuquelaar, député pour les engagés. Je crois que le dossier l'intéresse aussi. Lui, ce sera à 8h15. Et puis demain soir, dans Plus d'actu, on changera complètement de sujet. Ça devrait être quand même intéressant, puisqu'on parlera du statut des coursiers à vélo, ceux qui travaillent pour des grandes firmes qui livrent des repas, par exemple. Merci d'avoir suivi Plus d'actu. Continuez à bien vous informer et à demain.